Alors la deuxième question qui m'est posée régulièrement concerne les capacités intuitives, les capacités de voyance ou les capacités de perception extrasensorielle, hein, comme on peut les appeler aussi parfois. Eh bien, est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se développe? Souvent, en fait, on me pose aussi souvent cette question, est-ce que c'est un don? Et donc moi j'ai une réponse assez catégorique par rapport à ça. Non, c'est pas du tout un don. Alors pourquoi c'est pas un don? C'est pas moi qui affirme que c'est pas un don ou quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup partie de la légende entretenue par tout un tas de praticiens, par tout un tas de voyants professionnels ou pas vraiment professionnels d'ailleurs, et ce depuis quasiment le 19e siècle. Période à partir de laquelle on a commencé à étudier tous ces phénomènes au 19e siècle. Je n'ai pas le temps de m'étaler sur toutes les recherches, bien sûr, qui ont été menées. Vous savez, la science, en fait, la science n'est pas unanime sur la question de la voyance, sur la question des perceptions, sur la question globale comme ça de l'intuition, mais il existe des chercheurs, il existe des laboratoires de recherche, il en existe partout dans le monde, et des recherches, il en existe depuis à peu près 2 siècles, on pourrait dire. Hein. Donc, dans le courant du 19e siècle, vous avez énormément de chercheurs qui ont démarré ce qu'on a appelé la parapsychologie, et même avant les recherches sur la métapsychique, on appelait ça comme ça. Ce sont d'ailleurs toutes ces recherches-là qui ont fondé, on pourrait dire, les disciplines de la psychologie, la psychanalyse. Avant d'exister, ces disciplines-là, finalement, le berceau, on pourrait dire, de ces disciplines qui voient le jour à la fin du 19e et au début du 20e siècle, le berceau de ces disciplines, en fait, c'est l'étude du psychisme humain et comprenant donc bien entendu l'étude de ses capacités un peu extraordinaires, il faut bien le dire, et qui étaient vues à l'époque comme des capacités hors du commun, comme des dons. Les personnes qu'on étudiait au 19e siècle étaient souvent des gens qui étaient effectivement très doués, qui avaient des facultés comme ça extraordinaires en apparence, mais des gens aussi qui étaient avec des troubles psychologiques ou des troubles du comportement. Enfin voilà, on voyait que ces gens qui avaient des capacités particulières, je pense en particulier à un médium fort connu qui s'appelle Alexis Didier. Donc, vous pouvez lire d'ailleurs sa biographie très intéressante écrite par le philosophe Bertrand Meheust. J'en parle souvent dans certaines vidéos de ce personnage illustre au 19e siècle. Eh bien, donc, Alexis Didier était un voyant très très connu du 19e siècle, un médium extrêmement doué, qui a participé à plein de recherches, mais d'un point de vue personnalité, fonctionnement psychologique, le personnage, il était quand même particulier. C'était quelqu'un qui était coincé, qui était très introverti. Enfin voilà, il avait quelques problèmes de comportement, c'est peut-être pas très bien de dire comme ça, mais enfin c'était quelqu'un qui avait une personnalité très particulière. Donc ces gens qui étaient donc très doués, on les a donc beaucoup étudiés, et c'est un peu imposé l'idée au 19e siècle que ces gens-là avaient des dons, parce qu'ils étaient doués, et puis qu'on avait l'impression comme ça que dans la population tout autour, finalement ces capacités-là n'avaient pas l'air bien répandues. Et puis on s'est rendu compte grâce à des recherches qui ont été menées dans le courant du XXe siècle, principalement par on pourrait citer comme ça Joseph Banks Rhine, qui est un des plus connus, qui a mené pendant des dizaines d'années des recherches qui ont été répliquées dans plein de laboratoires. Donc lui, il travaillait à la Duke University, et Joseph Banks Rhine a réalisé plein d'expériences consistant à demander à des sujets de deviner, on pourrait dire, par exemple, le résultat d'un dé qu'on va jeter alors qu'il ne peut pas le voir, qu'on va jeter juste avant qu'on lui demande de deviner le résultat, ou alors en même temps, ou alors de deviner par exemple la carte qui a été tirée dans un paquet au hasard, les fameuses cartes de Zener, pour pas les nommer. Et donc plein de recherches ont été menées comme ça, avec plein de sujets, des sujets extrêmement différents, et on a utilisé comme ça une discipline aussi mathématique qui commençait à exister au début du XXe siècle, que sont les statistiques. Les statistiques et l'utilisation des probabilités pour comparer les résultats obtenus par les sujets testés, par les personnes qui étaient les sujets tests dans les expériences, et on a comparé ça, si vous voulez, avec ce que on aurait pu obtenir comme résultat par le simple et pur
hasard. Hein. Et donc quand par exemple vous avez une chance sur 5 de trouver la bonne carte en parlant simplement au hasard, eh bien c'est de regarder si quand on fait plusieurs séries d'expériences et qu'on demande plusieurs fois de suite à différents sujets, est-ce qu'on obtient un résultat qui est supérieur à ce que le hasard aurait pu permettre d'obtenir comme résultat? Ben, la réponse est oui, on obtient des résultats qui sont au-dessus. Il y a ce qu'on appelle statistiquement une déviation statistique, une sorte d'anomalie qui ne peut s'expliquer que par deux facteurs. Le premier, c'est tout simplement un facteur que les sceptiques emploient à chaque fois, qui consiste à dire en fait soit que l'opération, en tout cas que l'expérience est complètement truquée, voilà, ou alors qu'il s'agit d'un coup de chance de la part de l'expérimentateur ou du sujet qui a été testé, sauf que ce genre d'argument peut pas tenir, bien entendu, parce que quand on réplique l'expérience plein de fois, qu'on blinde les protocoles pour éviter justement toutes les problématiques qu'on pourrait imaginer au niveau de la fraude, au niveau de tout ça, eh bien en fait on se rend compte que les résultats se maintiennent quand même. Hein, donc on peut pas incriminer la fraude en permanence, on peut pas dire ça tout le temps, et puis la chance, quand on répète les expériences plusieurs fois et que les résultats se maintiennent, eh bien en fait on ne peut pas non plus dire qu'il s'agit d'un coup de bol. Donc en fait la seule explication, c'est la deuxième hypothèse qui est retenue bien sûr, c'est que il y a bien une capacité qui est en jeu dans ces expériences-là. Et la conclusion, c'est de dire bien sûr que la capacité, c'est la capacité intuitive, bien sûr, cette capacité de perception non ordinaire. Certains dans les années 50, 60 ont commencé à parler de perception extrasensorielle, hein, comme si c'était quelque chose qui était en dehors des 5 sens habituels. On pourrait aujourd'hui parler de perception non locale parce que finalement c'est pas localisé finalement si la personne elle est même à distance complètement, par exemple dans une autre pièce, l'expérience marche aussi. Si l'expérience est réalisée avec 2 sujets, ou un tirage de cartes, mettons, qui se fait à des dizaines de kilomètres du sujet, en fait on voit que ça fonctionne complètement aussi. Donc voilà. Alors toutes ces expériences qui ont été menées, qui ont été répliquées, qui ont été ensuite complétées par d'autres expériences qui ont existé, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tout ça. D'ailleurs j'ai des vidéos sur le sujet qui existent sur la science et sur la parapsychologie finalement qui ont existé. Je vous les mets là en description, vous pouvez voir. Et donc ces expériences tendent à montrer bien sûr que en fait ces capacités-là, elles sont présentes dans la nature. Elles sont présentes en fait dans la nature humaine, dans la conscience, parce que l'ensemble des sujets qui ont été testés sont des sujets finalement dits ordinaires. Il ne s'agit pas que de tester des gens doués. Il y a bien sûr des expériences qui ont été faites avec des gens doués, des gens qui auraient la réputation comme ça d'avoir beaucoup plus de facilité que d'autres. On les a testés, on voit qu'il y a des résultats qui fonctionnent très bien, mais on voit que les résultats, on obtient des résultats significatifs avec finalement le commun des mortels. Donc là, ça tend à casser complètement cette espèce de mythe du don en fait. On pourrait même dire qu'on a la preuve qu'il ne s'agit pas d'un don du tout depuis quasiment 1930, date à laquelle correspondent les premières publications sur ces recherches. Donc tous les gens qui entretiennent cette idée de don, de machin, de capacité extraordinaire, en fait, tous ces gens-là finalement entretiennent un mythe très souvent en fait pour sortir du lot, se distinguer, satisfaire leur ego. Voilà, on est là-dedans. Hein. Et donc, est-ce que ces capacités peuvent se travailler? Oui, bien sûr, elles se travaillent. Elles se travaillent alors au même titre que n'importe quelle capacité. Et là, une comparaison que je prends souvent, c'est finalement de parler de la mémoire. La mémoire, c'est une capacité. Nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, dotés de capacités de mémorisation. On a la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. D'ailleurs, d'un point de vue neuroscientifique, on ne sait pas toujours bien comment fonctionne la mémoire, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on peut la travailler. On peut l'entraîner. Il existe plein de techniques, même si on ne comprend pas toujours comment fonctionne la mémoire. Par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas où se situe la mémoire dans le cerveau. On ne sait même pas d'ailleurs si elle est vraiment dans le cerveau, vous voyez. Donc, mais par contre, il existe tout un tas de méthodes qui permettent de l'entretenir. On sait très bien, par exemple, exemple tout bête, mais c'est que de réaliser des opérations, de réaliser des opérations du calcul mental, de retenir des poésies, de travailler, en fait, de faire des mots croisés, c'est idiot, mais bon, voilà, de toutes sortes de choses. Et puis, il y a des techniques qui existent. Vous avez des gens comme ça qui développent ce qu'on appelle une hypermnésie, avec la possibilité comme ça de retenir, par exemple, 150 prénoms de 150 personnes différentes en quelques minutes. En fait, il y a des techniques pour le faire. Donc, on voit bien que
donc cette capacité voilà, de mémoire, ben voilà, elle se travaille. Et la capacité intuitive, qu'on pourrait appeler capacité de voyance, peu importe les termes en fait qu'on utilise, tout ça ce sont des synonymes, ce sont toujours les mêmes canaux extrasensoriels qui sont employés au fond. Hein, eh bien, ces capacités-là, ben, elles se travaillent de la même façon. Donc il y a des techniques, il y a des méthodes qui sont très bien connues et qui ont été mises en œuvre dès les années 1960, principalement aux États-Unis, et ces méthodes vous les connaissez sans doute, en tout cas c'est celles que moi j'utilise dans le stage développement des capacités de voyance, et ce sont des techniques autour de la méthode du remote viewing. Techniquement, le remote viewing, c'est un protocole de travail qui exige voilà, dans un premier temps, voilà, de travailler ce qu'on appelle, de faire un travail en aveugle. On prend un sujet, on va lui demander, par exemple, de décrire ce qu'on appelle une cible. La cible peut être un objet, un lieu, une personne, mais par contre, le travail va se faire en aveugle. En aveugle, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça signifie que le sujet qui va travailler sur cette cible ne sait rien de cette cible-là. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il peut s'agir d'un objet, d'une personne ou d'un lieu, comme je viens de le dire, mais rien de plus. Tout ce que ça peut être, finalement, est caché, dissimulé. Donc, admettons, par exemple, qu'on travaille avec un objet. Ben, on peut, par exemple, prendre un objet, alors un objet du quotidien, peu importe lequel, et puis on l'enferme dans une boîte, mettons, et puis on demande au sujet de décrire le contenu de la boîte. Donc là, encore une fois, deux possibilités, hein, soit il parle au hasard, etc., et puis coup de chance, ça tombe juste, ça c'est ce que vont dire les sceptiques quand l'expérience marche bien, et puis la deuxième hypothèse d'explication, quand l'expérience marche, je dis bien quand l'expérience marche bien, parce que ce ne sont pas des expériences qui marchent systématiquement très bien tout le temps, pour plein de paramètres, pour plein de facteurs, mais voilà, donc quand on réalise ce genre d'expériences, ce sont des expériences qui ont été réalisées principalement dans des laboratoires de recherche dans les années 60, 70 et 1980. Et voilà, quand l'expérience marche bien, on a la démonstration finalement que la capacité de voyance, elle est là. Elle existe en tout cas. Parce que comment autrement pouvoir donner des informations sur quelque chose dont on ignore tout, hein. Donc, alors ça fonctionne avec un objet, ça peut fonctionner avec un lieu qu'on définit à l'avance et puis on ne donne aucune indication à la personne. Ça peut fonctionner avec un individu, enfin ça peut fonctionner avec tout. Et peu importe d'ailleurs ce sur quoi on va travailler, en tout cas, là où je veux en venir, c'est que ces méthodes qui ont été conçues donc principalement aux États-Unis en 1960-1970, donc ça s'appelle le remote viewing, c'est un protocole de travail très précis qui est issu des recherches scientifiques menées sur le sujet. C'est la raison pour laquelle il y a ce travail en aveugle qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines finalement scientifiques. Quand vous testez un médicament, vous avez toujours par exemple voilà, des témoins, enfin comment dirais-je, plusieurs groupes témoins. Vous avez des gens à qui on donne un placebo, vous avez des gens à qui on donne le vrai médicament, et puis tout ça se fait en aveugle, ce qui fait qu'en fait vous n'avez aucun des patients qui sait ce sur quoi il est en train d'être testé, hein. Donc ça c'est des protocoles qui sont très habituels, et quand il s'agit de tester l'existence de la capacité de voyance, on est bien obligé de pratiquer des protocoles comme ça, pour être certain finalement que le sujet testé mettre vraiment bien en œuvre sa capacité de voyance et pas une espèce de capacité de déduction qui se rapprocherait, je sais pas moi, d'un espèce de mentalisme comme ça, consistant à détecter ou à décoder, je sais pas moi, dans les yeux de l'expérimentateur ou par une manipulation quelconque, si vous voulez, le fait de deviner des choses autrement que par cette capacité de voyance. En fait, le fait de travailler en aveugle, on élimine tous les biais, on élimine toute la communication, on élimine toutes les déductions, on élimine en fait finalement tous les modes de déduction conventionnels, tous les modes de perception conventionnels. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs au départ on parlait de communication non conventionnelle au départ. Ces recherches, elles ont existé aux États-Unis principalement elles ont existé parce que évidemment les chercheurs étaient intéressés pour voir s'il était possible de communiquer en fait à distance, et on était dans le contexte de la guerre froide.
Ces premières recherches, elles ont existé parce que, aux États-Unis, elles ont existé parce que on avait eu vent pendant la guerre froide, dans les années 70, que les Russes menaient des expériences ou des expérimentations comme ça, de télépathie, de vision à distance, d'influence de l'esprit sur la matière. En fait, il s'est avéré que c'était plutôt une rumeur. Enfin, c'était pas si avéré que ça, que les Russes effectuaient des recherches de cet ordre. Mais c'est ce qui a en tout cas motivé les Américains à lancer leur propre programme de recherche. Donc avec des chercheurs, avec des sujets, et à constituer donc toute une méthodologie qui a été ensuite enseignée à des militaires américains, et qui ont été ensuite donc entraînés à ces méthodes et employés donc pour faire du renseignement psychique, du renseignement intuitif. On les a appelés ensuite les espions psychiques. Tout ça évidemment a fait partie d'un programme top secret principalement financé par la CIA. On en a entendu beaucoup parler dans les années 2000 parce que le programme s'est arrêté aux États-Unis en 1995. Ça a fait un tollé, ça a fait beaucoup la une de tous les journaux aux États-Unis. Pas beaucoup en Europe, mais on en a quand même entendu parler. Et le programme d'ailleurs est connu sous le nom de Stargate. Donc porte aux étoiles, hein, comme la série, et donc ce programme qui est aujourd'hui complètement arrêté est passé dans le domaine public, et donc les méthodes qui sont enseignées, ce sont des méthodes auxquelles moi-même je me suis formé, et donc c'est ce que maintenant on introduit dans le stage développement des capacités de voyance. En tout cas, ce sont ces méthodes qui sont utilisées pour travailler donc précisément cette capacité de perception. Et l'utilisation de ces méthodes a principalement pour objectif d'apprendre aux personnes à reconnaître ce qui se passe en elles lorsqu'elles mettent en œuvre leur capacité de voyance. Parce que quand on fait un exercice comme cela, un exercice de voyance, vous avez peut-être déjà essayé, ce serait possible, hein. Enfin voilà, il y a plein de sujets en fait sur lesquels vous pourriez vous amuser, vous tester. Eh bien, dès lors que vous essayez de mettre en œuvre votre capacité intuitive, vous devez le voir, vous êtes immédiatement assailli par plein de pensées, par plein d'idées qui vous viennent. Vous êtes traversé par des images, des intuitions sans doute bien sûr, mais aussi des interprétations, des idées, et il y a finalement dans votre esprit énormément de parasitage. Et tout ce parasitage, en fait, vient complètement brouiller finalement le signal intuitif que vous allez percevoir, et donc vous ne savez pas reconnaître ce qui est vraiment de l'intuition, ce qui est vraiment lié à votre voyance par rapport à ce qui peut être par exemple votre imagination, vos propres projections, vos propres émotions, vos propres opinions, enfin bref, tout un tas de choses. Donc souvent quand on n'est pas tellement conscient de comment tout ça fonctionne, on est un peu tenté de prendre tout ce qui nous vient pour argent comptant, et c'est comme ça qu'en fait on commet des erreurs monumentales, qu'on se trompe, et qu'on a l'impression même d'ailleurs que finalement tout ça ne marche pas. En réalité ça s'entraîne, en réalité on peut apprendre à reconnaître la nature de ces informations qui nous viennent, c'est ça qui se développe en fait, c'est un apprentissage, et donc voilà, ça fait complètement tomber le mythe du don comme ça, en fait voilà. D'ailleurs, certaines personnes qui viennent au stage développement des capacités de voyance avec l'ego comme ça, en se disant oui j'ai des dons, j'y arrive, etc., sont les personnes qui se plantent le plus. Et les gens qui sont souvent, qui se disent en fait souvent très doués sont les gens qui ont les résultats les plus catastrophiques. Et à l'inverse, les gens qui arrivent avec une certaine humilité, avec l'idée d'ailleurs que peut-être ils vont pas y arriver, mais bon, qu'ils vont le faire quand même, souvent ces gens-là ont des résultats absolument bluffants, et c'est assez triste d'ailleurs de voir que parmi les praticiens professionnels, finalement très peu de gens sont vraiment en fait informés sur comment fonctionne vraiment la capacité de voyance. Vous avez encore beaucoup de gens qui vous racontent que voilà, cette histoire de dons, etc., alors qu'on sait depuis presque 100 ans que ça n'en est pas un. Donc voilà, vous voyez un peu le niveau de culture générale d'ailleurs, de culture sur le sujet de certaines personnes de la profession, évidemment pas tout le monde, mais beaucoup de gens en fait sont très peu instruits. J'y reviendrai d'ailleurs après en parlant de la profession de voyance, de la profession de praticien professionnel, voilà, avec des gens qui sont peu instruits, qui ont pas beaucoup finalement, qui ont beaucoup d'ignorance en fait finalement sur le métier même qu'ils exercent.
Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose dans cette question sur les capacités intuitives. Donc non, je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. Donc on va passer à la question suivante.